Alors qu'il patrouillait la côte, la garde côtière aperçut une balle à la dérive. À première vue, elle ressemblait à un ballon de football ordinaire flottant au gré du courant, mais lorsqu'ils virent ce qui se trouvait sous la surface de l'eau, ils restèrent figés d'horreur. Attendez, un instant. Est-ce vraiment un ballon de football ? En son Rachel Kim se pencha par-dessus la rambarde, plissant les yeux à travers la brume basse qui planait sur le Pacifique, juste au large de la côte de l'Oregon. Il était 8h12 à bord du CGS 417 Harbor Star, un navire de patrouille de la garde côtière américaine en mission d'inspection de routine, et la mer était étrangement calme. Le maître de 2 classes Ellie Monroe, 36 ans, leva les yeux de sa tasse de café brûlé et suivit sa ligne de vue. Là, flottant doucement à environ 200 mètres de la proue, se trouvait quelque chose de rond, lisse, brillant, et visiblement hors de propos. On dirait plus une décoration de Noël qu'un ballon de foot, murmura-t-il. Trop brillant. Et cette nuance de rouge ? Ce n'est pas le rouge du Père Noël. Le maître pont Carl Dick, 51 ans, grogna en reculant sa casquette. L'équipage avait déjà récupéré de tout, des bidons d'huile aux matelas entiers. Mais ceci était différent. L'objet scintillait de façon étrange sous la lumière grise, rouge profond, presque lumineux par contraste avec la mer terne. Kim remarqua qu'il ne dérivait pas avec le courant comme les algues éparses à proximité. Il se déplaçait lentement, mais avec intention contre le courant. Flottant, mais pas boué, murmura Monroe en attrapant le crochet du poteau. Il tendit la main par tribord et attrapa doucement l'objet. Il roula légèrement dans l'eau, puis s'immobilisa. Étrangement, il semblait plus lourd qu'il n'en avait l'air. Lorsqu'il le ramena enfin à bord et le posa sur le pont, il fronça les sourcils. Froid. Glacial. Kim s'agenouilla à côté. Pas de joint, pas de bouchon, même pas de logo. Ce n'est pas du plastique. L'objet avait la taille d'un ballon de football, oui, mais était fait de métal sans couture. Sa seule caractéristique distincte était une petite gravure près de la base, KL14. Dick fronça les sourcils. L'un de vous a déjà vu quelque chose comme ça ? Monroe secoua la tête. Pas même de près. Avant qu'il ne puisse réfléchir davantage, la console sonore du navire se mit à clignoter et à émettre des bips. Faux signal, demanda Kim en s'approchant pour vérifier. Mais le visage de Monroe se tendit. Non, ça pine quelque chose sous nous. Ils regardèrent tous à nouveau. La mer restait calme et silencieuse, et la boule métallique reposait immobile sur le pont, brillant comme si elle observait. Et non, vérifie la fréquence du sonar. Assure-toi que nous ne captons pas les signaux des navires de pêche à l'est, ordonna Monroe. Kim tapa quelques touches. Négatif. Le signal est local. Profondeur environ 12 mètres sous nous. Retour solide d'environ 10 mètres de large. Une baleine ? Trop immobile, répondit Monroe en plissant les yeux. Ça ne dérive pas. C'est stationné. Les trois fixèrent l'écran. Puis quelque chose de nouveau. Un deuxième point, plus petit, approchant de l'ouest, puis disparaissant complètement. Le visage de Kim pâlit. Nous venons de perdre le deuxième signal. Sur le pont, Monroe tourna la boule rouge dans ses mains. La gravure KL14 était rayée, comme si elle avait été manipulée brutalement au fil des années. Ce n'était pas neuf. Elle avait traversé quelque chose. KL14, demanda Dick soudain. Ça me dit quelque chose. Il se gratta la barbe, réfléchissant. Langlais. Kevin Langlais. Il y a 14 ans. L'enfant a disparu avec ses parents sur un yacht au large de cette côte. Monroe leva les yeux, surpris. Vous étiez en poste ici à l'époque ? Dick acquiesça lentement. Oui. L'enfant avait 5 ans. Voyage en famille qui a mal tourné. Leur yacht a disparu pendant une tempête. Seul le jouet de l'enfant a été retrouvé flottant près d'Astoria. Les yeux de Kim s'écarquillèrent. Et ce ballon, était-il rouge ? La voix de Dick baissa. Rouge profond. Ils ont dit qu'il était fait sur mesure. Une sorte de souvenir familial. Les doigts de Monroe se figèrent sur la boule. Il regarda à nouveau les rayures étranges. Ça ne peut pas être le même.
Il était plus petit que ça. Dick haussa simplement les épaules. Je m'en souviens. Les recherches ont duré 2 semaines. Rien trouvé. Puis Monroe s'agenouilla devant la console sonar, fixant l'anomalie clignotante. 12 mètres sous eux, toujours immobile. Ce n'était plus la taille qui l'inquiétait. C'était le fait que l'objet n'avait même pas dérivé d'un pouce en 10 minutes. Rachel, prépare la caméra de plongée, dit-il en se levant. Et Kim saisit la caméra d'inspection à distance dans sa valise. C'était un appareil compact et étanche, avec des LED et un câble renforcé. En quelques minutes, elle l'avait descendu dans l'eau, descendant lentement à travers les couches de boue verdâtre. Ils regardèrent le flux en silence. Au début, rien d'autre que des particules en dérive, puis quelque chose, un reflet argenté comme du papier d'aluminium sous l'eau. Elle fit pivoter la caméra vers la gauche. « Attends, dit Monroe. Reviens en arrière. » Kim recula de quelques pieds. La caméra planait au-dessus de ce qui semblait être un long morceau de tissu synthétique. Il flottait légèrement comme accroché à quelque chose. Monroe se pencha vers l'écran. Ce n'est pas de l'algue. Dick grogna. Ça ressemble à un gilet de sauvetage. Il faut confirmer. Je vais descendre. Les sourcils de Dick se levèrent. Tu es sûr? Monroe acquiesça. C'est à moins de 12 m j'ai fait pire. Quand Monroe enfila sa combinaison, le ciel s'était légèrement assombri. Le calme étrange à la surface rendait la tension encore plus palpable. Kim se tenait prête avec le treuil. Dick surveillait le sonar, qui avait commencé à monter de manière irrégulière, comme si d'autres points tournaient autour d'eux. Il plongea. Les 6 premiers mètres furent simples. Puis, en traversant la thermocline, la température chuta brusquement. La visibilité diminua aussi, mais pas au point de manquer ce qu'il vit ensuite. Suspendue dans l'eau, une sphère verte flottait légèrement au-dessus du fond, attachée à ce qui semblait être une encre rouillée. Mais ce n'était pas cela qui arrêta Monroe. Derrière la boule, dissimulée par la boue marine, se dressait quelque chose de plus grand, une surface courbée avec un cadre en acier, une coque. Il radio. J'ai trouvé ce qui ressemble à une épave. Coque partielle, tissu, gilet de sauvetage. J'envoie les images. La ligne crépita. La voix de Kim répondit. Bien reçu. Tu vois un nom ou un identifiant? Monroe ne répondit pas. Il dérivait vers ce qui ressemblait à un hublot en verre. Fissuré mais intact. Et quelque chose ou quelqu'un se trouvait à l'intérieur. De retour à bord du Harbor Star, Kim relut les images de la caméra corporelle de Monroe sur l'écran, figeant l'image à l'angle le plus clair. C'était indubitable. Une combinaison de plongée pour enfants flottait à l'intérieur d'une coque partiellement effondrée. À côté, des dizaines de sphères métalliques, rouges et vertes, étaient enchaînées à la rambarde intérieure de ce qui semblait être la cabine d'un yacht coulé. Monroe retira sa capuche, l'eau ruisselant dans son dos. J'ai vu une plaque à l'intérieur. Je n'ai pas pu tout lire, mais le nom commençait par l'âme. Quelque chose comme l'anglais. Dick resta silencieux, stupéfait. C'était le nom du bateau. Le Langley Dream. Il l'avait acheté d'occasion avant ce voyage. Pas de transpondeur à l'époque. Voilà pourquoi nous les avons perdus. Kim leva les yeux de l'ordinateur. J'ai comparé les données de la puce avec les archives de la NOAA. Les horodatages s'arrêtent à 19h44 le 17 août 2009, juste avant l'arrivée de la tempête. Kim continua à fouiller. Certains pings GPS apparaissent à des endroits aléatoires, des anses côtières, près des herbiers. Quelqu'un ou quelque chose l'a déplacé au fil des ans. Monroe se pencha. La faune marine? Peu probable, dit Kim. Mais peut-être que le courant l'a portée. Ou des débris se sont accrochés à des filets de pêche. Quoi qu'il en soit, elle a toujours dérivé vers l'ouest, vers ce même tronçon de mer. Ils restèrent silencieux jusqu'à ce que le sonar émette un long ping et qu'une nouvelle masse apparaisse à l'écran. Beaucoup plus grande que la précédente. Cette chose que tu as vue, était-elle intacte? Demanda Monroe. Pas complètement, répondit Kim. Mais elle avait une structure. Je pense que nous sommes au-dessus de l'épave réelle. Peut-être que seule la moitié s'est effondrée.
Nous devons redescendre. Non, dit Monroe. Je dois y aller. Il se retourna, déboutonnant sa combinaison à mi-chemin. Sa main tremblait légèrement, non à cause du froid, mais de la réalisation. Je n'ai pas seulement trouvé un yacht coulé là-dessous. J'ai trouvé une pièce. Une chambre d'enfant sous l'eau. Le vent était tombé complètement quand Monroe replongea. L'océan ressemblait à un miroir, plat, gris et immobile. Il ne parla pas en ajustant son masque. Il y avait un poids dans son silence que même Dick n'interrompit pas qui me surveillait le moniteur de profondeur. Descente stable, annonça TL. En dessous, la lumière de Monroe traça un faisceau étroit à travers l'obscurité. La boule métallique verte qu'il avait vue plus tôt flottait immobile dans l'eau, jumelle de la rouge qu'ils avaient attrapée quelques heures plus tôt, attachée à ce qui semblait être un coin de rambarde coulée. En s'approchant, une coque effondrée apparut. Il suivit le câble et s'immobilisa. Là, c'était la coque d'un petit yacht, sa structure tordue, mais indubitablement intacte. De la peinture blanche pâle tenait encore aux lettres métalliques corrodées, l'anglais Dream. Monroe se stabilisa. Sa respiration s'accéléra. Il s'approcha, écartant le nuage de sédiments de sa main gantée. À travers un hublot brisé de la cabine principale, quelque chose de pâle reposait à l'intérieur. Il ajusta sa lampe et sentit tous ses muscles se raidir. Un squelette d'enfant, toujours attaché dans un gilet de sauvetage, se balançait doucement au gré du courant. Le gilet était d'un orange vif, conservé au-delà de toute logique par le froid. Son tissu portait des lettres effacées, K, l'anglais. Pendant un instant, il ne put bouger. La radio crépita faiblement. La voix de Kim, à peine audible, Monroe, rapport de situation. Que vois-tu ? Il ne put répondre. Sa gorge se serra et tout ce qu'il entendait était le battement de son cœur dans ses oreilles. Après ce qui sembla une éternité, il tendit une main tremblante et effleura le côté du gilet. En faisant cela, quelque chose de petit se détacha et remonta à la surface, une capsule étanche coincée sous la sangle. Il la rattrapa avant qu'elle ne s'éloigne. Puis son faisceau lumineux balaya plus large et il vit d'autres sphères métalliques, peut-être 10 ou 12, enchaînées autour des bords de l'épave comme des marqueurs flottants. Ce n'étaient pas des débris aléatoires. Elles étaient intentionnellement fixées, encre de flottabilité. Il comprit que ceux qui avaient tenté de sauver le Langley Dream avaient probablement attaché ces bouées métalliques improvisées par désespoir, espérant que le navire resterait à flot. Mais la tempête les avait vraisemblablement arrachées, et l'un des ballons rouges de Kevin avait refait surface ce matin-là. Quand Monroe refit surface, il aspira l'air glacial. Kim et Dick se précipitèrent pour le remonter à bord. Il laissa tomber doucement la capsule sur le pont, l'eau ruisselant de ses manches. Son visage était pâle. « Je l'ai vu », murmura Monroe. Il était encore là-dedans. Les trois restèrent en silence, la mer clapotant doucement contre la coque. Pour la première fois de la journée, l'océan ne semblait plus infini. Il était lourd. Ce soir-là, alors que le navire de la garde côtière ancrait plus près de la côte, le soleil perça enfin les nuages. L'eau devint dorée, calme et trompeusement paisible. Kim s'assit à côté de Monroe dans la cabine, examinant la petite capsule qu'il avait récupérée. Elle était bien scellée, mais après un travail minutieux avec une pince, ils réussirent à l'ouvrir. À l'intérieur, un morceau de papier plié et taché d'eau, encore lisible. C'était la dernière page d'un journal intime. 17 août 2009. La tempête s'aggrave. Nous avons perdu le contact. Kevin est en sécurité dans la cabine. Nous avons rattaché les nouvelles bouées métalliques. Peut-être qu'elles nous aideront à rester à flot. Si quelqu'un trouve ceci, dites à notre fille Megan que nous l'aimons. Nous essaierons de tenir jusqu'au matin. L'écriture s'arrêta en plein milieu. Monroe pressa ses lèvres et glissa la page dans un sac de preuves scellé. Ils n'ont pas survécu, dit-il doucement. Dick acquiesça. Non, mais ce garçon n'a pas disparu. Il était ici, attendant. 3 jours plus tard, un petit bateau privé accosta au quai du Harbor Star. Une femme dans la vingtaine, aux cheveux roux attachés en tresse, descendit. Elle s'appelait Megan Langley, la sœur de Kevin. Elle ne parla pas pendant les premières minutes.
Elle se contenta de fixer les objets récupérés devant elle, la boule métallique rouge, le gilet orange et le journal. Ses yeux se remplirent de larmes. Monroe resta silencieux tandis qu'elle les prenait dans ses mains. La surface avait légèrement terni, mais sous la lumière, elle brillait toujours d'un vert impossible. Il disait tous qu'il était perdu pour toujours, dit-elle. Mais vous l'avez trouvé. Monroe acquiesça, la voix à peine audible. Nous ne l'avons pas trouvé, dit-elle. C'est lui qui nous a trouvés. Une semaine plus tard, la garde côtière mena une opération de récupération privée. L'épave du Langley Dream fut officiellement enregistrée et sécurisée. Monroe se porta volontaire pour diriger la dernière plongée, s'assurant que chaque objet identifiable appartenant à la famille soit récupéré. Pendant cette dernière descente, quelque chose dans le silence sous l'eau le frappa différemment. La peur avait disparu. Seul le calme restait. Il s'approcha une dernière fois de l'épave et plaça la boule verte près de la coque avant de remonter à la surface. Au-dessus, la lumière du soleil dansait sur l'eau, juste assez pour lui donner vie. Quelques mois plus tard, Monroe reçut une petite enveloppe par courrier. À l'intérieur, une photo de Megan sur une plage tranquille de l'Oregon, le ballon à ses pieds. Au verso, elle avait écrit « Merci de nous l'avoir rendu ». Monroe sourit faiblement, plia la photo et la glissa dans la poche de sa veste. 3 semaines après la récupération officielle et la remise à la famille, Monroe s'assit à son bureau pour remplir un rapport d'après-action de routine. Il ne s'attendait pas à beaucoup de suivi, mais un coup retentit à la porte de la station, net et urgent. Un homme en coupe-vent sombre entra, montrant ses papiers. « Ellie Monroe ?» Monroe haussa un sourcil. « Maître de 2 classes. Je suis Mike Herroer, enquêteur civil, engagé par l'autorité des réclamations maritimes. » Monroe se renversa sur sa chaise. « Autorité des réclamations. Pourquoi s'en mêle-t-il maintenant ?» Herroer posa un dossier sur le bureau et l'ouvrit. Parce que ce n'est plus seulement une tragédie familiale. Dans le dossier se trouvaient des copies d'un contrat de transfert de navire daté de juillet 2009, juste un mois avant la disparition du Langley Dream. Selon le document, le bateau avait été acheté d'occasion auprès d'un développeur d'équipements maritimes basé en Californie, une entreprise qui avait fait faillite seulement 1 an plus tard. Monroe fronça les sourcils. Quel genre de développeur ? Herroer tourna la page. Ils étaient spécialisés dans les systèmes de flottabilité expérimentaux, principalement pour les plateformes pétrolières offshore. Non régulées. Beaucoup de prototypes ratés. L'estomac de Monroe se noua. Donc vous me dites que les parents de Kevin ont acheté sans le savoir un bateau avec un équipement expérimental défectueux. Pire, dit Herroer. Ils ont peut-être acheté un bateau de démonstration avec des systèmes de ballast modifiés jamais approuvés pour la navigation en mer ouverte. Pas de documentation, pas de flotteur de secours. La gorge de Monroe se serra. Il repensa aux sphères métalliques enchaînées à la coque. Ce n'étaient pas des jouets, dit-il lentement. C'étaient des aides à la flottabilité, des rétrofits. Herroer acquiesça. Et instables. Une tempête les aurait submergés en quelques minutes. Kim entra au milieu de la conversation et se figea en voyant les documents. Elle murmura, ils pensaient être préparés, mais ils ont été piégés. La famille Langley avait fait confiance à ce qu'elle avait acheté, mais en réalité, ils étaient montés à bord d'un navire avec un défaut caché, quelque chose qu'aucun acheteur moyen n'aurait pu détecter. L'entreprise avait fait faillite. Mais maintenant que nous avons récupéré l'épave, nous pouvons la tracer. Cela pourrait rouvrir des dossiers de compensation pour d'autres victimes perdues en mer sur ce même modèle. Monroe ne sourit pas. Il prit la photo envoyée par Megan et la retourna dans sa main. Kevin n'avait pas seulement été un garçon perdu en mer. Il avait peut-être été le maillon manquant d'une vérité plus vaste. Une vérité que l'océan avait essayé d'enterrer.